Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi t'en penses quoi? Salut Bastien. Salut Guillaume, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film. Et quel film? On va parler d'un film culte que vous connaissez tous qui s'appelle Usual Suspect. Le suspect de convenance dans son titre québécois. Merci de m'avoir laissé la surprise. Voilà, c'est notre petit plaisir. C'est un film qui est sorti en 1995, qui a été réalisé par Bryan Singer, de 106 minutes, 1h46, un film assez court, en tout cas par rapport aux standards modernes qu'on a depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un film qui a parmi son casting pas mal de monde, dont évidemment Kevin Spacey, donc on va avoir l'occasion de parler longtemps pendant ce podcast. C'est un film qui a été salué par la critique. Il a remporté 2 Oscars, dont un pour Kevin Spacey pour son interprétation. C'est un film qui a cartonné au box-office puisqu'il a rapporté 28 millions de dollars pour un budget de 6 millions. C'est vraiment un film qui a coûté très peu cher. J'ai vérifié l'info plusieurs fois parce que ça me paraissait étonnant. Je pensais qu'il aurait coûté beaucoup plus cher, tu vois. Et ben moi aussi, comme quoi avec des petits budgets on peut faire des très grands films. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'industrie cinéma moderne. Donc voilà, c'est un film culte. En préambule, avant même d'aller dans le synopsis, je vais faire une petite parenthèse. Si vous n'avez jamais vu ce film et que vous avez envie de le voir, coupez ce podcast, allez le voir et revenez nous écouter après. Voilà, il faut rien savoir de ce film pour le voir et pour en profiter, à mon humble avis en tout cas. Donc voilà, vraiment, si vous avez jamais vu Usual Suspect, allez le voir et ensuite écoutez ce podcast et écoutez tout ce que vous voulez autour du film. Mais c'est un film qui mérite d'être vu en sachant le moins possible. Je sais pas si tu es d'accord. Je te rejoins, oui. Donc voilà, profitez, c'est la seule fois qu'on vous dira de partir de notre podcast, à condition de revenir évidemment. Surtout à condition de revenir, oui, quand même. Maintenant que les gens qui ne l'ont pas vu ne sont plus là, on va dérouler un peu, faire un petit contexte, donc un petit synopsis. Donc c'est un film de braquage qui va nous raconter la préparation et l'exécution de plusieurs braquages d'une bande de braqueurs donc, qui sont 5. On va retrouver Keaton, McManus, Kint, Hockney et Fenster. Et ces 5 compères, dirons-nous, vont se faire arrêter en début de film par la police et vont se retrouver les uns avec les autres dans une prison et à partir de là vont décider de retravailler ensemble. Et le film va raconter un braquage en particulier, on va avoir largement l'occasion d'y revenir, dans lequel on va chercher qui est le commanditaire de ce braquage. C'est bien résumé ? C'est bien résumé, mais c'est très difficile de faire. S'il y a ça fait partie des films dont il est très difficile de faire le synopsis, puisque en plus on essaye de garder nous aussi le fameux twist, même si là tous ceux qui nous écoutent normalement l'ont en tête. Mais par contre, je crois qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Non, effectivement, ils vont travailler ensemble à partir de leur arrestation, puisque exactement. aux États-Unis, je suis pas sûr que ce soit le cas en France, quoique peut-être. Quand un crime se passe et qu'il y a un témoin mais qui a bien vu mais pas trop, ils arrêtent 5 personnes et les 5 personnes, c'est d'ailleurs l'affiche de Usual Suspect du film, se retrouvent à devoir être reconnus ou non par la personne. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils se rencontrent, même s'il y en a 2 qui se connaissent déjà, si je ne te dis pas de bêtises. Exactement, il y en a quelques-uns qui se connaissent, mais ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ou ils se connaissent de réputation, en tout cas, oui, c'est ça. Exactement, ils n'ont jamais bossé ensemble, tous les 5 en tout cas. Et on précise quand même que parmi les 5, il y en a 4 qui sont reconnus comme des gros caïds, des malfrats, oui, c'est ça, ouais. Voilà, qui ont une carrière, qui ont une réputation. C'est ça, réputation. Et il y en a un 5e qui est donc campé par Kevin Spacey qui s'appelle Verbal Kint. On aura l'occasion de reparler de ce nom assez invraisemblable et qui est un peu le canard boiteux, on peut le dire, parce qu'il est. T'aurais pas pu trouver meilleure expression, effectivement. Je l'avais pas préparé, mais voilà, qui joue un infirme. Il a tout un côté, que ce soit jambes ou bras, qui est totalement paralysé. Donc tout le côté gauche, si tout je le ne te côté dis pas de gauche, bêtises. exactement. Et donc il va se joindre à eux et ils vont être amenés à travailler ensemble.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, notre question traditionnelle, c'est quoi ton premier souvenir de Usual Suspect ? Et je crois qu'il est incroyable ce premier souvenir. C'est un souvenir, mais alors fou. Allez, j'arrête le suspense. C'était quand je l'ai vu pour la première fois pour ce podcast. Voilà, alors après, et voilà, on aura l'occasion d'y revenir sur l'importance du twist, parce que du coup, ça fait partie de ces films, pour moi, comme Le Sixième Sens, par exemple, c'est le premier qui me vient en tête, où le twist est tellement marquant, qu'il est tellement inoubliable, que du coup, que t'aies vu le film ou pas, dans des séries, des films, des livres, des vidéos YouTube, tout le monde en parle comme si c'était de notoriété publique. Et je le comprends, je le conçois, mais du coup, je fais partie de ces gens qui ont vu le film en connaissant du coup d'avance le twist. Voilà, donc sans trop en dire, parce que je te laisse le plaisir, je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup. De toute façon, encore une fois, on va y revenir. Donc voilà, donc mon premier souvenir, vraiment, c'est la découverte de ce fameux film et de pourquoi il a autant marqué. Parce que même si le twist en est la raison principale, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses à mettre en avant. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, le premier souvenir, il est lié. Il y a un petit parallèle avec ce que tu as dit, c'est que en réalité, mon premier souvenir de ce film, je ne savais pas qu'il était lié à ce film, parce que le twist final sur lequel on va largement revenir, c'est une scène qui est restée dans l'histoire du cinéma, pas tant pour son scénario, même si évidemment ça y joue, mais aussi pour sa mise en scène. Et c'est une scène qui a été parodiée à de nombreuses reprises dans plein de choses, et notamment, et c'est l'occasion pour moi de citer un de mes acteurs préférés qui s'appelle Leslie Nielsen, dans un film de Leslie Nielsen qui s'appelle Le Détonateur, et dans lequel il parodie la fin de Usual Suspect. Et donc la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas à quoi faisait référence ce truc, mais la scène, je l'avais trouvé très drôle. Et puis un jour, dans une discussion ciné avec mon papa, ça fait 2 fois que j'en parle dans 2 podcasts, mais on parle souvent cinéma avec mon papa, on parlait de films qui nous avaient marqués, et il me dit « Ah ouais, ça c'est comme Usual Suspect ». Et je lui dis « Écoute, je l'ai jamais vu ». Et là, je me souviens très bien, mon père m'a dit « Ok, on va pas en parler du tout, tu vas le regarder, et quand tu l'auras vu, on en parlera ». Et c'est un peu pour ça que j'ai fait ce préambule en début de podcast, parce que je pense que j'ai aimé ce film parce que je n'en savais rien. Oui, je pense que ça joue énormément. Et donc je l'ai vu une première fois il y a quelques années, et moi je suis resté vraiment scotché à la fin, c'est-à-dire que je me suis laissé prendre du début à la fin, et je n'ai pas du tout anticipé la fin. Je ne savais pas que c'était ce film-là qui avait un twist très célèbre. J'avais jamais fait le lien entre cette fameuse scène parodique et d'autres que j'avais vues et ce film-là, et donc à la fin, moi je suis resté estomaqué, comme j'imagine les gens qui l'ont vu à l'époque pour la première fois, parce que c'est pour moi le meilleur twist du cinéma moderne. Et je trouve qu'on n'a jamais fait mieux ni aussi bien. Donc voilà, j'ai un souvenir vraiment à la fois avant, qui est un peu marrant, mais le souvenir de visionnage, c'est vraiment devant ma télé de me dire waouh, là quand même j'ai pris une claque. Je viens de me faire avoir, et c'est incroyable. Donc voilà, j'étais très content de le revoir pour le podcast. Je l'avais déjà revu cet été, mais je l'ai quand même revu cette semaine, et j'ai passé un très bon moment. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? Qu'est-ce qui t'a marqué en point fort, en point faible ? Le twist, évidemment. Évidemment. Non, plus sérieusement, parce que comme je disais, moi le twist, j'en étais au courant, parce que tu l'as noté. Ça fait partie de ces films, de ces choses, de ces œuvres qui ont été reprises, comme on disait, dans de nombreux médias, et parodiées aussi, forcément, à de nombreuses reprises. Hein. Je pense que... j'ai pas la prétention d'avoir vu tous les épisodes et d'être à jour dans les Simpsons, mais je pense que les Simpsons ont forcément dû le reprendre dans un de leurs épisodes. Donc voilà, donc effectivement, c'est difficile de retenir autre chose, là, comme ça, que le twist. Maintenant, moi, ce que je retiens le plus, là, ce qui m'a le plus marqué lors de ce visionnage, comme j'étais au courant de la fin, c'était ce sont les acteurs, c'est le casting. Le casting est l'interprétation, vraiment, on peut le dire. est vraiment 5 étoiles, c'est le cas de le dire, ils sont 5. C'est top. Et alors, j'étais vraiment très surpris et très heureux de voir, par exemple, Benicio del Toro, pardon. Benicio del Toro, de le voir là, parce que moi, le seul film où il a à peu près cet âge-là dans lequel je l'avais vu, c'était dans un James Bond.
pas un des meilleurs, mais il joue un des antagonistes. Je crois que c'est Tuer n'est pas joué ou Permis de tuer. En tout cas, c'en est un avec Timothy Dalton. Voilà. Donc c'est vrai qu'à part le casting, qu'est-ce qui m'a marqué ? Le scénario, hein, tu disais qu'il avait eu 2 Oscars. Je crois que le deuxième, au-delà de celui de Spacey, je crois que ça doit être le meilleur scénario original, si je te Il dis me pas de semble conneries. que c'est ça, ouais. Et on le comprend très très rapidement. Le scénario est super cool. De toute façon, les films de braquage, quand c'est bien fait, c'est toujours un plaisir, en tout cas en ce qui me concerne. Et là, vraiment, j'ai pris quand même un gros pied, même en sachant la fin. À tel point que, je dois l'avouer, je me suis posé la question, mais attends, c'est ce film-là où il y a cette fin-là ? Parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment moi-même un peu douté. Parce que du coup, c'est aussi un film de braquage, mais c'est quand même vachement doublé d'un film de manipulation. Oui, bien sûr. On reste dans le thème de notre épisode précédent. Voilà. On a fait un petit enchaînement. C'est ça. Donc oui, voilà, là, en point positif, c'est ça. Et alors, je vais être honnête, malgré tout, j'ai pas beaucoup de points négatifs qui me viennent. J'en ai même pas du tout, là, comme ça. Parce que tout est bien fait. Tout tient. Tout est géré, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de scénario. Tout se tient. Et à la fin, en fait, je peux vraiment qu'imaginer ce que toi et tous les autres qui ont découvert ce film sans en connaître la fin ont pu se prendre dans la tronche, quoi. Et c'est quand même la marque des grands, parce que là, j'ai forcément, en creusant, là on va en parler, on va un peu dérouler tout à l'heure, pendant cet épisode surtout, je pense que voilà, certaines choses où je me dis ah oui tiens, peut-être que ça m'a un peu plus déçu, j'ai un peu moins aimé, mais là comme ça vraiment il n'y a que du positif qui me vient en tête, donc merci d'avoir conseillé ce film, hein, puisque c'était quand même mon premier visionnage. Et toi, du coup ? Je vais pas être original, mais effectivement, le premier truc, c'est le twist, bien sûr, parce que il est inattendu, parce que il tient la route, parce que il y a des éléments quand on connaît le twist et qu'on revoit le film, ou comme toi, quand on voit le film en connaissant le twist, qui peuvent nous faire penser à certains moments que on est en train de nous mener en bateau sur certains trucs. Et moi, j'aime ça quand un film arrive à nous retourner, mais que la manière dont il nous retourne, c'est des choses qui sont compréhensibles par rapport à des éléments qu'on a vus ou entendus dans le film. Par exemple, donc on va percer l'abcès tout de suite, mais donc le twist, c'est que finalement le gars qu'ils interrogent, c'est le gars qui cherche, et donc il arrive à s'enfuir, et il a raconté plein de choses qui sont fausses, et il s'est servi du tableau qui est dans le bureau de Jeff Rabin, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est le nom du flic le bureau du flic dans lequel ils sont. Et donc derrière lui, il y a plein de choses accrochées sur un tableau en liège avec des noms de gens qu'il recherche, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'il a utilisé des mots qui étaient sur ce tableau-là, qui étaient sur la tasse à café du gars jusqu'à qui la marque l'interroge. de la tasse. Ouais. Exactement. Et en fait, quand on sait ça et qu'on revoit le film, moi c'était mon cas cette semaine, et en fait, dans l'introduction du film, la première fois qu'on va dans le bureau, il y a une discussion pour savoir où est-ce qu'on l'interroge, et il y a une phrase ou deux sur le fait que le bureau est en bordel, et on met en avant le truc qui est derrière. C'est-à-dire que le réal nous dit regardez ce truc. Évidemment, on le fait pas parce que c'est anodin et parce que c'est pas du tout le cœur du film, mais moi j'aime bien ça, que le réal nous distille des indices de manière très subtile, parce que vraiment c'est pas forcé, et puis d'un coup à la fin on se dit putain, c'était sous nos yeux, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment la marque des grands. Tu l'as dit, c'est un film qui a marqué le cinéma et qui continuera de le marquer dans les années à venir, j'en suis sûr. Je trouve étonnant que Bryan Singer n'ait pas, à mon humble avis, atteint la postérité avec ce film, parce que c'est un réalisateur qui n'a pas du tout la carte comme peut avoir David Fincher, dont on a déjà parlé, comme peut avoir d'autres grands réalisateurs. Alors peut-être qu'il a une cinématographie un peu plus inégale, mais ce film-là, pour moi, est suffisant pour le faire rentrer au Panthéon. Et quand on discute, on le fait toi et moi souvent, mais avec des gens autour de nous, Bryan Singer, c'est rarement un réalisateur qui vient dans la bouche des gens comme étant un grand réal. Et je trouve rétrospectivement que c'est étonnant que ce film ne lui ait pas offert ça, et peut-être parce qu'il n'a pas gagné l'Oscar, lui, en tant que meilleur réal. Mais il mériterait que son nom soit un petit peu plus souvent cité parmi les grands du cinéma, parce qu'il a fait pour moi, dans les films de braquage, sans doute un des films les plus cultes de ce genre. Alors oui, moi par contre j'aurais tendance à dire que c'est plus dans les films de manipulation pour le coup là, parce que donc, oui, tu l'as dit, c'est 95 ce Usual Suspect, et à l'époque j'ai pas souvenir qu'il y avait tant de films
comme ça. Seven, c'est quelle année par exemple? Parce que là, C'est la même année. C'est la même année. Il est en fin. Alors, ok. Parce que tu vois, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, je l'ai replacé contextuellement dans son année de sortie. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est ce film-là qui a ouvert la voie au film de ce type, où on se fout de toi pendant tout le long, puis à la fin, on te dit, non, en fait, c'était ça. Et là, tu fais, allez, saligo. Et quand tu le revois, tu te dis, ah mais c'était dit dès le début, quoi. Donc voilà. Alors après, Bryan Singer, il est aussi plus connu, on va dire, pour ce millénaire 2000. Il a été beaucoup plus connu aussi pour ses films de super-héros. Hein. Oui, pour X-Men notamment. Pour X-Men, voilà. Donc non mais je trouve juste qu'il a pas la carte, contrairement à certains qui ont parfois la carte parce qu'ils ont fait un film immense. Et celui-ci, il a un tel impact. Et je trouve que ce que tu as dit au départ est représentatif. Sans avoir vu le film, plein de gens connaissent le twist. Oui, non mais bien sûr. Et je trouve finalement qu'il mériterait peut-être un peu plus d'avoir cette reconnaissance-là parce qu'il a pas fait juste un grand film, il a fait un film culte. Et tous les réals n'ont pas des films cultes à leur actif. C'est ça. Bah après, faudrait voir ce qu'il a fait avant, peut-être, parce qu'on sait à peu près ce qu'il a fait après. Mais avant, on va regarder en même temps. Je saurais pas te dire pourquoi, pour le coup. Parce que le film est quand même très très bien, mais moi, j'ai pas été aussi marqué que toi. Donc, je peux pas te dire, mais bien sûr, c'est vrai, Guillaume, pourquoi ? Mais... C'est son 3e film. Voilà, on a la réponse. Ouais, c'est ça, c'est son 3e film. Et tu vois, en fait, après, peut-être qu'il a été très bon très tôt. Puis après, c'est ça, parce qu'après, quand tu regardes les films, bon, X-Men et X-Men 2 sont très très bien, mais. On parlera pas de Superman Returns. Voilà, Superman Returns, machin. Et en fait, après, il y a Valkyrie qui est peut-être un peu sous-estimé. Et Bohemian Rhapsody qui a quand même très bien marché. Bohemian Rhapsody, à savoir qu'il s'est barré pendant le tournage, il a été viré du tournage. Hein, c'est vrai. Ou un truc comme ça. C'est vrai. Il est pas crédité au tournage. Il y a aussi ça qui joue, je pense. Alors voilà, on va pas faire de politique, on va vite passer, parce que le problème, c'est que là, que ce soit Spacey ou lui, en fait, on a appris plus tard qu'ils ont beaucoup de casseroles au cul dans l'ère MeToo. Oui, tout à fait. Donc bon, à l'époque, soit c'était connu et tu, soit en tout cas le grand public n'en était pas conscient. Donc voilà. Après, je te rejoins, mais quand tu regardes sa filmographie comme on vient de le faire, j'ai pas l'impression qu'il ait fait d'autres films très très marquants, ou en tout cas en termes de cinéma, de pur cinéma, en termes d'art réel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors je confesse, moi je ne savais pas du tout qu'il avait été cité dans des affaires de mœurs. J'avoue que autant évidemment Kevin Spacey, on en parlera un petit peu à un moment. Moi j'ai prévu en tout cas d'évoquer ça, mais lui j'avoue que je ne savais pas. Donc effectivement peut-être que ça joue aussi. Je l'ai appris justement parce que je me suis posé la question pendant mon visionnage. Je me suis dit mais attends, il a fait Bryan Singer, c'est celui qui a fait X-Men, et j'avais un doute. Et donc du coup j'ai regardé parce que voilà, mais c'est surtout sur la page Wikipédia tu vois qu'à un moment donné ils en parlent, qu'il a été poursuivi, tu vois, et ce dès 97. Hein. Donc 2 ans plus tard. Okay. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que le Real a peut-être pas en tout cas n'a pas la même valeur ajoutée que, pour rebondir sur ce que tu disais. D'un seul coup, ça me paraît beaucoup plus compréhensible et évidemment que je suis d'accord avec cette idée-là. Non, mais après voilà, encore une fois, je veux dire, après si on parle vraiment purement cinématographiquement, je pense que à part Usual Suspect qui a vraiment marqué les esprits. Les films de super-héros sont pas encore et ça me fait mal de l'admettre, mais je comprends certaines paroles de réalisateurs comme Martin Scorsese. Là on fait vraiment une grosse digression. On va reparler de Usual Suspect bientôt, rassurez-vous, mais le fait est que je pense que c'est pour ça, même sans s'attacher à toutes les poursuites dont il a pu être sujet en termes de procès, le fait est que en termes de cinéma, en termes d'œuvre, je pense qu'il a rien fait de plus marquant artistiquement. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, non mais je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Il a une filmographie qui n'est pas celle de David Fincher par exemple, dont on a parlé dans le dernier épisode. J'irais même plus loin, même M. Night Shyamalan, ouais. Qui justement lui aussi, c'est après, on va dire après le Sixième Sens, il s'est je dirais presque enfermé, parce que justement lui c'est un peu tout ou rien. Il s'est enfermé justement dans ce type de film, dans ces films à twist, ce qui n'a pas été le cas de Bryan Singer. Par contre Fincher lui aussi a continué un peu dans cette voie. Oui, tout à fait, il est allé lui dans des genres différents, à parler notamment des films de super-héros avec les X-Men ou Superman Return. J'aimerais bien qu'on fasse un truc. Jamais. Oh si, moi j'ai envie de le revoir, moi quand même, j'ai envie de le revoir. Bon,
On ferme la parenthèse. Oui, sur, parenthèse fermée, sur parce que sinon ça va durer 3 heures. Vas-y. On revient sur Usual Suspect. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On a dit ce qui nous avait marqué. Donc, comment fonctionne le film ? On a une première séquence dans laquelle on a déjà la voix de Kevin Spacey qui va nous raconter la manière avec laquelle les 5 protagonistes ont été arrêtés par la police. Donc on va voir chacun des petites scènes dans lesquelles ils sont arrêtés, notamment Keaton qui est on va dire le personnage principal finalement, parce que c'est ça, ouais. autour de lui que tourne l'histoire, et c'est autour de lui que le réalisateur va nous amener à nous questionner quant à son rôle primordial ou non dans l'organisation du braquage. Alors d'ailleurs, je me permets de te couper juste avant que tu continues, parce qu'on a enfin donné le twist, mais on n'a pas donné le nom qui est presque aussi connu que le twist, si ce n'est plus. Donc il recherche donc le commanditaire, tu l'as très bien dit, le commanditaire s'appelle donc Kaiser Soze. Absolument, voilà. Et c'est un nom qui Parce va que là, arriver... j'ai l'impression qu'on s'empêche de citer mais tout ça. Et... Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est un nom qui arrive tard. On n'en parle pas tout de suite. Dans la première partie, le nom n'est pas évoqué. Il arrive assez tard dans le film, Kaiser Soze. Okay. La première fois que le nom est prononcé, ça va arriver... j'allais dire après le premier tiers. C'est vrai, excuse-moi, je m'avance un peu, je te mais laisse c'est terminer. effectivement le nom principal, et vous avez tous entendu parler de Kaiser Soze à un moment donné. Si vous vous intéressez au cinéma, je pense que c'est un nom que vous avez tous entendu. Donc la première partie va nous montrer avec des toutes petites séquences comment chacun est arrêté, et je le disais notamment Keaton qui est un ancien flic qui est donc devenu braqueur, et qui vraisemblablement, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente au départ, c'est un peu rangé des affaires. Il est maqué avec une avocate et il semble ne plus vouloir tremper dans le grand banditisme, clairement, et il a l'air de vouloir se tenir un peu éloigné de ça. Donc ils sont tous arrêtés les uns après les autres, ils sont interrogés par un procureur sur leur soi-disant implication dans le braquage d'un fourgon qui transportait des armes, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont donc tous interrogés, et ils se retrouvent à la fin de cet interrogatoire individuel, tous dans la même cellule. Et pour la première fois, ils vont faire la connaissance de Verbal Kint, donc, qui est joué par Kevin Spacey, qui est donc un petit peu en retrait au départ, et qui va finalement s'intégrer dans cette discussion. Et là, parmi les membres de l'équipe, on va trouver notamment McManus et Fenster, je vais y arriver, qui vont évoquer la possibilité de relancer un coup. Où là on parle d'aller à nouveau faire un braquage, gagner de l'argent. Alors c'est assez marrant parce qu'ils parlent de ça alors qu'ils sont en prison, c'est assez drôle, et d'ailleurs Keaton le dit, c'est pas forcément le lieu pour en parler, et lui au départ il veut pas du tout y aller, parce que justement il dit, moi je me suis rangé, foutez-moi la paix, je veux pas savoir de quoi vous parlez, ça m'intéresse pas, je veux pas être lié à ça. On comprend par ailleurs que lui, sa relation avec sa compagne est assez importante, et on devine que c'est aussi un peu ça qui l'a rangé du grand banditisme, parce qu'il n'a pas envie de la mettre en danger. Donc ils vont avoir cette discussion, et puis ils vont sortir du commissariat, et là on a cette scène où lui on le voit sortir, son avocate qui est sa femme est venue le chercher, et ils sont tous les uns autour de lui à différents points de la rue, à l'attendre et à l'observer, voir est-ce que oui ou non il va y aller. Et en fait tout ça nous est donc raconté, et c'est filmé bien sûr, mais ça nous est raconté comme un flashback par le personnage de Kevin Spacey, parce que lui il est dans une autre temporalité, donc il est au moment présent. Ce qu'on nous montre là, c'est passé 6 mois avant, et lui il est à ce moment-là interrogé par la police de New York parce que il est le rescapé, l'un des rares rescapés d'une explosion d'un cargo qui a eu lieu dans le port de New York. Et donc il est interrogé là-dessus parce que il semble avoir des informations à communiquer sur ce qui s'est passé. On est d'accord jusque-là ? Oui, j'ai juste un doute sur si c'est New York ou Los Angeles. Ah oui, l'explosion sur le port. Ça se passe. Parce c'est une bonne question. Effectivement, au départ, ils sont tous arrêtés à New York, mais après c'est Los Angeles. Et après, ils voyagent en Californie. Ouais, tu as raison, autant pour moi. Et donc voilà, il est interrogé, et ça va être le fil conducteur. C'est-à-dire que les flics vont réussir, un des flics en tout cas va réussir à obtenir un entretien avec lui pendant 2 heures, sachant qu'au début du film, on nous dit très vite qu'il a négocié le fait de ne pas passer devant le juge et en gros d'être tranquille, quoi. Une immunité, ouais, c'est ça. Exactement, cherchez le mot, merci. Donc il a négocié une immunité, et donc il lui reste 2 heures avant qu'il puisse quitter le commissariat. Et donc ça c'est très important, parce que
En fait, tout le film tient, et il dure quasiment 2 heures, un petit peu moins, mais tout ce qu'il raconte, il le raconte pendant les 2 heures. Et c'est très important dans la temporalité qu'on n'ait que ces 2 heures, parce que c'est notamment parce qu'il y a 2 heures qu'il va réussir à échapper aux flics, puisqu'à la toute fin, il y a son portrait robot qui arrive au commissariat, et au moment où il arrive, il est déjà parti. Et ça, c'est important aussi de le remettre dans le contexte. C'est une des raisons pour lesquelles aussi ce film fonctionne, c'est que tout est, à mon sens en tout cas, se justifie et tient la route. Et donc voilà, il va raconter à ce flic tout ce qui s'est passé, comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont, ils ont préparé leur coup. Donc on va nous raconter une première opération qu'ils vont mener ensemble, c'est la fameuse opération dont ils ont parlé dans la prison. Où ils vont travailler pour un certain Redfoot, si tu te souviens de ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc on va voir la rencontre avec ce personnage, et puis ils vont faire un premier braquage qui va plutôt bien se passer. Ils vont récupérer ce qu'ils étaient venus chercher. Je fais une parenthèse sur cette scène de braquage qui est géniale. Donc ils vont braquer un type qui est dans une voiture de flic. Ah et oui, donc oui, ils oui. vont l'encercler. Et ça va me permettre, et je vais lâcher la parole, mais Vas-y, je t'en prie. de mettre en avant le fait que déjà moi je trouve que cette scène elle est géniale. Dans la mise en scène, dans l'idée, dans l'exécution, il y a vraiment un truc on nous explique que les flics, Ripoux, dont faisait partie Keaton à un moment, acceptent en échange d'argent de transporter des criminels. Et donc c'est une couverture merveilleuse, c'est en voiture de flic, il peut rien leur arriver. Sauf que Keaton connaît ce truc-là, puisqu'il a été flic lui-même, donc il sait que ça existe. Et donc ils vont aller toper un mec qui, sur demande de Redfoot, là, ils vont aller toper un gars qui a des diamants sur lui. Et donc pour ce faire, ils vont faire un braquage pendant qu'il est dans la voiture. Et donc il y a un camion devant, une camionnette derrière, une camionnette à gauche et le trottoir à droite. Et en gros, le gars peut pas sortir, et donc ils vont récupérer ce truc-là. Et déjà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça, en termes de mise en scène, je trouve que c'est génial. Parce que c'est assez simple finalement comme idée, mais c'est parfaitement exécuté. Et je trouve que c'est pas un truc qu'on a l'occasion de voir souvent. C'est vrai que c'est pas très alambiqué, contrairement à certains films de braquage où ils te sortent des trucs un petit peu fous en termes de mise en place de braquage. Là, c'est vrai que ça reste relativement simple, mais ça fonctionne très très bien. Oui, c'est vrai, je te rejoins complètement. C'est intelligent, c'est simple mais efficace. Et alors après, la mise en scène m'a pas sauté aux yeux en termes de waouh, j'ai pas été subjugué. Mais la scène est vachement bien foutue, oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est assez simple dans la mise en scène, je te rejoins, mais je trouve que c'est aussi ça la force du film. C'est-à-dire que le film, il est pas, t'as employé le terme alambiqué qui me va très bien. C'est un film qui, dans son exécution, est simple, parce qu'en fait, tout repose sur la qualité de la construction de son scénario. Et je trouve que très souvent, on a parlé de The Game dans l'épisode précédent, et je disais dans cet épisode que je trouvais que parfois les trucs n'étaient pas forcément cohérents, que ça tenait pas toujours la route, et que ce qu'on essayait de nous faire avaler n'était pas toujours hyper crédible. Et là, je trouve que c'est une approche qui est totalement inversée, où on n'est pas dans la surenchère, parce que visuellement le film n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de grosses scènes d'action. Il y en a une un peu sympa quand il rentre sur le bateau, où il y a une fusillade qui est assez longue et qui est plutôt bien faite par ailleurs, mais le film il repose vraiment sur la précision de son découpage et de son scénario. Et je trouve que ça rappelle quand même à tout le monde que la base d'un bon film, c'est d'abord une bonne écriture. Et je trouve que c'est une des forces de ce film-là. Et cette scène, pour moi, l'illustre bien, parce qu'en fait, c'est un truc simple, mais qui est crédible, on y croit. Enfin, je veux dire, on est dans une voiture entourée par 4 camionnettes, on peut effectivement pas sortir. Et ils font passer un message, puisque le but, c'est pas de les tuer. Ils mettent le feu à la bagnole pour les laisser sortir à la fin, mais pour laisser passer un message. Et d'ailleurs, le personnage de Kevin Spacey l'explique très bien. À la suite de ce truc-là, les flics ont arrêté de faire ça. Et il y a plein de flics qui ont été arrêtés parce que ça a permis de démanteler ce nombre de flics ripoux qui travaillaient avec la mafia. Oui, c'est ça. Le but de Keaton, c'était parce que les 5 compères sont quand même forcément en totale contradiction avec la police qui est une police ripoux, dont Keaton en est le témoin, évidemment. Et le fait est que là, le but du jeu, au-delà de réussir le braquage, c'était aussi de leur faire un petit doigt d'honneur pour leur dire vous n'êtes pas non plus autant au-dessus des lois que ce que vous croyez. Et vous êtes loin d'être les plus intelligents avec cette... Parce que je crois que justement, ça s'appelle même une société de taxi spéciale ou un truc comme ça, je crois.
Non, et puis ce qui est intéressant en plus là-dedans, c'est que moi j'aime énormément le personnage de Keaton. Je trouve qu'il est très intéressant. Il est contrairement aux autres beaucoup moins dans l'action et beaucoup plus dans la réflexion. D'abord parce qu'au départ il veut pas y aller, que finalement il accepte une première, puis une deuxième, puis une troisième mission de braquage. Donc, mais on sent que lui, il a un côté revanchard sur sa carrière de flic, sur sa carrière de braqueur. Et moi, j'aime bien ce personnage qui est un peu posé. Et là aussi, le film est intelligemment construit parce que on rappelle que tout ce qu'on nous montre, c'est la version de Kevin Spacey qui est donc Kaiser Soze. On va le comprendre à la fin. Et donc, en réalité, il nous raconte un peu ce qu'il veut, mais il fait tout pour que le spectateur et les flics pensent que le cerveau de tout, le fameux Kaiser Soze, ça soit Keaton. La première fois qu'on voit le film, à un moment, on arrive à cette conclusion, comme le flic d'ailleurs. Il dit, je suis sûr que c'est lui, et on retrouve pas son corps, donc ils sont persuadés qu'il est un corps vivant et qu'il va continuer à leur jouer des tours. Bah, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le film, la fable que raconte finalement Verbolkint au policier qui s'appelle parce que ça se passe dans le bureau du flic de Jeff Rabin, mais c'est pas lui. Alors qui non voilà, c'est ça, c'est je crois qu'il s'appelle Kujan, si je dis pas de quelque chose. Kujan, qui lui fait partie justement de la, je crois que c'est plus côté drogue à New York ou quelque chose comme ça. Et enfin tout ça, c'est pas non plus le plus important, mais le fait est que voilà la fable que raconte Verbolkint, donc Kevin Spacey, à ce personnage là, et donc tout ce qu'on nous montre, c'est le film que le spectateur voit. Absolument. Et ça, c'est super bien foutu. C'est vrai que c'est très très fort. C'est efficace. Enfin voilà. Encore une fois, je vais mettre de côté le fait que j'étais au courant du twist final. T'as envie d'y croire. Mais totalement. Et ça c'est dingue. Et effectivement, tout le long, à chaque fois, à chaque nouveau braquage, à chaque nouvelle péripétie que raconte Spacey, il dit oui, mais Keaton, il a trouvé un plan pour qu'on fasse ça bien. Parce que lui, il a vraiment cette image, en tout cas pour les policiers. Mais regarde-moi, c'est débile. Il ne pourra jamais rien faire. Il est infirme. Ça peut pas être lui qui a fait tout ça. Mais totalement. Et c'est d'ailleurs la position qu'il se donne. D'ailleurs, attends, je me suis peut-être trompé parce qu'il me semble que Kevin Spacey justement dit c'est moi qui ai eu l'idée de faire ce braquage comme ça, justement pour manipuler Kujan, puisqu'à la fin Kujan, je crois qu'il y a un petit dialogue où il lui dit arrête, on sait que c'est Keaton qui a eu l'idée de faire tous ces braquages de cette manière, c'est pas toi, me prends pas pour un idiot, un truc comme ça. Oui, et c'est vrai que dans le récit, la manière dont il se raconte finalement, c'est effectivement comme un personnage assez faible, c'est l'éclopé, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais, c'est ça. Et on nous présente un peu comme un mec limité, il a pas l'air hyper intelligent, c'est-à-dire qu'il fait vraiment tâche par rapport aux autres. Bah clairement. Et donc effectivement, à aucun moment dans le film, les soupçons portent sur lui. Et en fait on comprend que les soupçons peuvent jamais porter sur lui vu que c'est lui qui raconte, donc il fait tout pour détourner l'attention. C'est lui le maître du jeu en fait. Exactement, il y a un peu de prestidigitation, de magie si j'ose dire. On va dire magie. Je crois que je l'ai très mal dit. Et je trouve que ça c'est intéressant, c'est-à-dire j'agite le bras droit, vous regardez là, mais la réalité elle se passe à gauche, et quelque part je trouve que c'est ça. Et t'as parfaitement raison, ce qu'on voit c'est ce que le spectateur regarde, mais en fait c'est le film que lui il écrit, et c'est ça qui est assez génial. Du coup, pour continuer d'avancer un peu dans le film, il arrive donc le moment où ils doivent réaliser un travail, donc après avoir réalisé le travail pour Redfoot, qui leur dit j'ai quelqu'un d'autre qui m'a proposé quelque chose et qui veut que ça soit vous qui vous en occupiez. Et donc on leur donne un rendez-vous, on imagine dans un hôtel, c'est pas clairement précisé, mais ils sont à rendez-vous, ils attendent, personne ne vient, et là on a l'arrivée d'un personnage que moi je trouve absolument génial, qui est Kobayashi, qui est donc prétendument l'avocat, ou en tout cas un collaborateur très proche de Kaiser Soze. Il travaille pour lui. Et donc il vient à leur rencontre en leur disant voilà, je suis le représentant de Kaiser Soze, il veut absolument que vous travaillez pour lui parce que vous avez tous une dette envers lui. Et donc il va énumérer le fait que chacun d'entre eux à un moment donné a participé à un braquage qui, de près ou de loin, a permis de voler des choses qui appartenaient à Kaiser Soze. Et il explique très bien que, en réalité, s'ils sont encore en vie, c'est parce que aucun d'eux ne savait à ce moment-là qu'ils s'en prenaient à Kaiser Soze. Et que la seule condition qu'ils ont à remplir pour obtenir, on va dire, le fait qu'ils leur foutent la paix et qu'ils ne les tuent pas, c'est de réparer leur erreur en travaillant pour lui. Et donc il y a cette scène qui est, moi je trouve extrêmement bien. Le nom du comédien qui joue
Kobayashi, je vais vous le redonner parce que je l'ai pas retenu. Il s'appelle Pete Postlethwaite. Allez, Postlethwaite. Et j'en profite, cet acteur-là qui joue dans Le Monde Perdu de Jurassic Park, un des braconniers. Ah, et moi, vrai quand je l'ai vu arriver là sur la scène, j'étais en mode mais c'est fou. J'étais fou. J'avoue que j'avais pas fait le lien. Voilà, c'est parce que j'ai une bonne mémoire. Ouais, bravo. Et donc ce personnage-là va donc leur laisser une mallette. Il va réussir à repartir en disant bah écoutez, parce qu'il est quand même tout seul face à 5 mecs armés qui menacent de le tuer et tout, et il dit non mais moi je vous laisse, regardez ce qu'il y a dedans et puis réfléchissez quoi. Mais il les menace clairement en disant enfin voilà, moi je travaille pour le Kaiser Soze, en gros vous avez pas trop le choix quoi. Et dans cette mallette ils vont avoir chacun une enveloppe à leur nom sur laquelle il y a l'intégralité de leur CV, tout ce qu'ils ont fait, y compris des choses qui sont pas connues de la police, des choses de leur vie privée. Et c'est là notamment qu'on va apprendre pour la première fois que Verbolkint il a quand même participé à des trucs, notamment à une fraude massive à l'assurance qui lui a permis d'extorquer de l'argent à quelques personnes. Et donc ça va lui donner un petit peu de crédit dans cette équipe là pour c'est quand même pas complètement un mec qui sert à rien. Il a fait un truc qui en plus nécessite, contrairement aux autres où c'est vraiment de la méthode forte, lui on comprend que c'est plutôt un truc où il a escroqué des gens, ce qui a fait appel entre guillemets un peu d'intelligence quoi. Alors oui, alors en plus ce qu'on n'a pas précisé c'est que alors ça fait partie de sa manipulation, mais dans sa manipulation c'est le seul des 5 à ne pas savoir qui est Kaiser Soze. Absolument. C'est-à-dire que tous les autres, quand Kobayashi leur dit ouais parce que je crois qu'il se présente comme l'avocat de Kaiser Soze, mais c'est son second hein, très 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 clairement, et il leur dit voilà je travaille pour Kaiser Soze, et là ils sont 4 à faire oh. Et puis il fait mais qui est Kaiser Soze? Et là tu te dis ah ouais d'accord ok, mais qu'est-ce qu'il fait là quoi? Ah ouais, et c'est vrai que c'est je le disais en introduction, c'est la première fois qu'on entend parler de Kaiser Soze à ce moment-là. C'est vrai, je t'ai un peu coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, autant pour moi. Donc c'est la première fois que ce personnage il est fait mention, et en fait il va être présenté dans le film, et ça aussi c'est un parti pris intéressant, comme donc une espèce de menace pour tout le monde a peur de lui, le milieu du braquage, les flics, et tant et si bien qu'il y a une remise en question du fait qu'il existe ou pas. C'est-à-dire que, notamment chez les flics et même entre les braqueurs, certains pensent que c'est un mythe et d'autres pensent qu'il existe vraiment. Et un petit peu plus tard dans le film, quand donc il évoque cet événement-là, le flic questionne Kevin Spacey sur l'existence ou non de Kaiser Soze et qu'est-ce qu'il en connaît. Et là, il va raconter une anecdote selon laquelle un groupe de Hongrois s'en serait pris à la famille de Kaiser Soze et aurait pris en otage la famille de Kaiser Soze pour entre guillemets récupérer son territoire, et que sous la menace des armes pointées sur sa famille, lui il va pas tuer les braqueurs, il va tuer sa femme et ses enfants devant eux pour leur montrer qu'il n'y a rien de plus important pour lui que son territoire, et que de là va naître sa légende. Je fais une petite parenthèse, j'ai vu le film en VO et en VF. Et dans la VF, ils évoquent le père Fouettard, ce qui m'a fait un peu rire, parce qu'il y a un peu cette idée qu'effectivement c'est un truc mystique, mais qui est là. Et donc de là va naître sa légende. D'ailleurs, ce flashback, il est plutôt bien fait. C'est assez inattendu. Et effectivement, on imagine mal un mec. Faut bien se remettre dans le contexte. Hein, il y a 3 braqueurs qui sont là. Ils tiennent sa famille en joue. Et lui, il tue 2 braqueurs. Et quand il reste le dernier, qui menace de tuer un de ses enfants, lui il tire sur son premier enfant, sur sa femme, sur son 2e enfant, et ensuite il dit au mec de partir en disant tu vas aller raconter aux autres que moi il n'y a rien au-dessus de mon territoire, y compris ma famille, et que moi je suis assez fou pour buter ma famille devant toi, donc j'ai pas peur, vous avez rien pour m'atteindre. Et c'est de là que naît en tout cas le mythe autour de lui. Oui c'est ça. Alors moi j'avais le souvenir que un des braqueurs tuait son premier enfant, et justement devant ça il se dit ah ouais d'accord, en fait la façon dont on nous le raconte c'est il comprend que je trouve plus le mot en français, que ils ont une main mise sur lui parce qu'il a des choses à perdre. Alors que si t'as rien à perdre, et ben en fait t'es le roi quoi. Ah mais c'est un peu ça le truc. Et la figure mythique qu'il a, c'est qu'il a la figure mythique du diable en fait, hein, tout bonnement. Je veux dire, le début du film commence donc par une explosion avec du feu. Quand on nous raconte la légende de Kaiser Soze, on nous dit, ça finit aussi dans les flammes, et on le voit marcher devant ça. Enfin, on voit ça, presque une forme fantomatique marcher devant du feu. Donc c'est clairement le diable. Après moi c'est marrant parce que c'est là que tu vois l'importance aussi du truc, c'est que dans une moindre mesure, moi ça me fait penser à un autre film, ça m'a fait penser au film Mise à Prix, qui est donc un film de
comment je pourrais le caractériser, un peu de manipulation, mais bon, moins poussé quand même que Usual Suspect. Mais en termes de... Ça nous parle d'un personnage qui... Et en fait, à la fin, on nous retourne au cerveau en disant oui, mais en fait, ce personnage-là, il est lié à ce personnage-là que tu voyais depuis le début, patati patata. Et en fait, la façon dont il est présenté, c'est un peu dans le même délire. C'est voilà, il a fait ci, il a fait ça, en telle année, il a fait ce truc-là, et tout le monde le connaît au point de se demander si c'est réel ou pas. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah putain, mais c'est sûr que ça doit venir, c'est sûr qu'il doit y avoir une inspiration pour mise à prix de Usual Suspect, quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement cool. Et voilà, effectivement, la mise en œuvre du flashback, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec tout le film, c'est que tout ce que nous raconte Spacey, donc comme on disait, donc le film qu'il crée aux policiers et qu'il nous crée à nous en tant que spectateurs, à l'intérieur, il recrée aussi une mythologie au point qu'à la fin, ok, d'accord, Kevin Spacey, c'était Kaiser Soze, mais est-ce que cette histoire avec les Hongrois, elle est vraiment arrivée ? Ah ben bien sûr, c'est ça qui est intéressant, Alors, c'est même qu'en fait si on peut remettre en doute tout ce qu'il a raconté. Voilà, c'est ça. Alors on imagine que oui, dans une certaine mesure, il y a un côté avec les Hongrois, puisque c'est tout le sel du dernier braquage, mais je te laisserai en parler, puisque c'est le dernier tiers du film. Mais voilà, le fait est que vraiment la manipulation est poussée au maximum. Donc ça c'est vachement intéressant et vachement bien foutu. Et alors un mot sur le casting tout à l'heure, ça me revient parce que à côté de ça, non attends, je m'avance un peu, je te laisse continuer. Non, y a pas de souci. Non parce que j'aime bien la façon que tu as de présenter le film point par point, acte par acte, et le côté casting qui me revient en tête sera, je pense, dans ce que tu vas dire après. Donc vas-y, je te laisse continuer parce que là je tourne un peu en rond, autant pour moi. Et du coup, après cette première rencontre avec Kobayashi, il va y avoir une hésitation sur quoi faire, et les braqueurs vont décider, en tout cas l'un d'entre eux va décider de ne pas participer. Il va considérer que c'est trop dangereux de travailler pour Soze, et surtout il veut pas qu'on le menace. Donc il décide de ne pas bosser avec eux, et lui il se retrouve à se faire assassiner. Donc voilà, lui disparaît de l'intrigue à ce moment-là, et donc les autres comprennent que c'est un peu du sérieux, sauf que eux refusent d'être sous la menace. Et donc ils vont décider d'aller chercher Kobayashi, qui est donc un avocat, et donc ils vont aller le chercher sur son lieu de travail, dans là aussi une scène qui est plutôt bien faite, parce qu'ils sont ils sont un peu déguisés, ils sont un peu grimés, il y en a un dans un ascenseur machin, et ils finissent par choper Kobayashi, et ils vont donc le menacer en lui disant voilà, nous il est hors de question que on subisse des menaces, donc là maintenant mon gars tu vas mourir, et puis basta quoi, rien ne nous empêche de te tuer, on n'a aucune preuve que Soze il existe, s'il faut tu te fous de notre gueule parce que tu te sers de ce mythe là pour nous faire bosser, mais en fait on n'a pas de preuve de son existence. Et finalement, lui va réussir à les retourner, et notamment Keaton, parce que il est en train de travailler avec sa femme. Et donc, il va lui montrer que sa femme est là, et que il faut pas qu'il fasse le con, parce que on imagine que s'il s'en prend à lui, il tuera sa femme. Donc lui, il va déjà mettre le doigt sur le point faible de Keaton. On l'a dit, lui qui est plutôt dans un arc de rédemption à ce moment de sa vie. Et il a donc un point faible parce qu'il a une attache sentimentale. Ce que n'ont pas les autres, en tout cas pas de manière aussi claire. Et donc ils vont accepter de faire cette fameuse mission. Alors comment elle est vendue cette mission ? On leur dit, il y a un cargo sur lequel il y a de la coke, et vous allez devoir aller récupérer de la coke. Et donc ils vont devoir mettre en place un plan, sachant que c'est un plan qui est compliqué parce qu'ils sont 5, et qu'en face ils sont beaucoup, enfin ils sont plus que 4 d'ailleurs à ce moment-là, puisqu'il y en a un qui s'est fait liquider, et les 4 qui restent, ils sont face à un cargo qui est surveillé avec beaucoup de monde dedans. Donc l'opération s'annonce quand même complexe, mais en gros c'est si vous vous en sortez, on vous fout la paix quoi. Et donc ils vont accepter d'aller là-dedans, et on va à ce moment-là rentrer dans le dernier acte du film, et là aussi on va nous montrer à travers le récit de Spacey quel va être le rôle de chacun, qui va leader le truc, et notamment le fait que lui, comme il est physiquement pas aussi efficace que les autres, et vraisemblablement ils lui font quand même une confiance modérée, on va le laisser un peu de côté quoi. Donc lui c'est le seul qui est a priori pas censé rentrer dans le bateau au départ. Donc voilà, il y a encore une fois le déroulé. Moi je trouve que là aussi l'évolution de la narration elle est bien foutue, et il y a au fur et à mesure on nous instille quand même l'idée que lui il est quand même on n'y fait pas attention, on le voit assez peu, le personnage de Verbalkins, alors que celui de Keaton prend de plus en plus d'épaisseur et de place, tant et si bien qu'on se dit oui, c'est évident que c'est autour de lui que tout se joue, d'autant que comme on retrouve pas son corps, on se dit qu'il
il a pu s'en sortir, quoi. Même si a priori c'est pas le cas, parce que dès le début du film on le voit mourir, mais le flic il est persuadé qu'il est pas mort, et Verbalkin peut évidemment pas lui dire comment il sait qu'il est mort, en tout cas peut pas lui dire la vérité, puisqu'on va comprendre à la fin que c'est lui qui a buté Keaton. Donc je trouve que l'enchaînement il est bien fait, et le personnage de Kobayashi en ça est vraiment intéressant, parce qu'en fait il va permettre de structurer le récit. Oui, bah c'est ça. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu viens de dire. C'est tout à fait ça. Le côté, et puis il y a aussi un côté qui est mis en avant par Spacey dans son histoire, c'est que Keaton est le seul qui a tu vois, tu parlais du peu de considération qu'ont le reste de l'équipe pour lui, mais Keaton est le seul, à lui seul, a cette petite considération. C'est via Keaton qui a le peu de considération envers le personnage de Spacey, et c'est pour ça qu'il lui dit de rester. Il lui dit reste, et comme ça, si on crève tous, toi tu vis et tu te barres avec la thune, quoi. En gros. Exactement. Et ce qui interroge le flic, il dit mais pourquoi est-ce qu'il t'a laissé à toi? Et lui il se défend en disant mais parce qu'il était mon ami. Voilà, et là c'est aussi, ça. là on rentre aussi tu parlais de manipulation. Là on est vraiment là-dedans. C'est vraiment il joue la victime, quoi. Et il m'a sauvé moi parce que je suis son ami, parce que je suis inoffensif par rapport à tous les autres, et qu'à choisir il préfère que moi j'ai le fric plutôt que les mecs avec qui il bosse, dans lesquels il a pas du tout confiance. Et c'est intéressant parce que le film nous oblige aussi et nous pose la question des liens, même amicaux si j'ose dire, qu'il peut y avoir entre ces personnes-là, et ça participe à leur donner une humanité. C'est-à-dire que les personnages sont pas dénués d'humanité. Pourtant on parle de braqueurs, enfin je veux dire, a priori on n'a pas spécialement envie qu'ils s'en sortent si on est du bon côté du truc. Et pourtant lui, on se dit qu'il est un peu là par hasard, qu'il est un peu pris pour un con, et on a presque envie que lui il s'en sorte, et voilà, il s'en sort, et puis bah on se dit ok, c'est pas, ça nous paraît injuste pendant une grosse partie du film que lui paye pour les autres finalement, même si on comprend très vite qu'il a une immunité, donc il paiera pas grand chose. Bah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis désolé, hein, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je t'avais prévenu un peu en amont. J'avais peur de pas avoir trop de choses à dire sur le film, parce que le film m'a pas autant marqué que toi, parce qu'encore une fois, je crois que c'est le seul truc que j'ai répété pendant tout cet épisode, c'est qu'effectivement je connaissais la fin du film, donc maintenant il me restait plus qu'à découvrir comment on y arrivait, et le problème c'est que du coup je pense que j'ai pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que le film, je trouve qu'il y a rien à acheter, tout fonctionne parfaitement, tout s'embrique bien, et comme la mise en scène reste quand même relativement sage, le fait est que j'ai peu de choses qui me viennent en tête à raconter, tu vois, si ce n'est que j'ai été très heureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que j'étais très heureux de retrouver beaucoup de têtes, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que et là du coup je prends un peu les devants sur finalement à quoi servait ce braquage pour Sauzet. C'était que en fait il n'y avait pas de coke dans le bateau. Il n'y avait Absolument. pas de coke, et en fait ça transportait le seul homme vivant capable de l'identifier. Absolument. C'est donc dans le dernier acte, ils vont donc faire ce coup. Ils vont réussir à tuer le groupuscule des Hongrois au cours d'une scène de fusillade qui est plutôt réussie d'ailleurs. Fusillade, infiltration en plus, exactement. parce qu'ils savent qu'ils sont en sous-nombre. C'est Mais ça qui est vachement bien. C'est plutôt bien pensé, ça fonctionne bien, cinématographiquement on passe un bon moment, et donc ils vont commencer à fouiller le bateau, et effectivement tu l'as dit, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de coke sur le bateau, et donc ils se rendent compte qu'ils se sont fait berner, mais on voit bien qu'ils comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire que, et au fur et à mesure de cette fusillade, il va se passer plusieurs événements. D'abord, il y a un des membres du groupe qui est resté à la voiture, dont le boulot est de charger la coke dans la voiture, qui va se faire descendre dans le camion dans lequel il y a le fric, puisqu'il récupère la coke et le fric, évidemment, c'est un peu l'idée. Donc lui, il se fait descendre, et on voit pas par qui. Ensuite, on a donc ce fameux gars qui est celui qui pourrait témoigner contre Keyser Söze. Il faut se rappeler que ce personnage-là, personne ne sait a priori à quoi il ressemble, à part, tu l'as dit, ce type-là, donc, qui représente un danger puisqu'il serait capable de l'identifier. Et donc lui, il est dans une pièce dans la cale, et il y a un mec une première fois qui vient le voir pour lui dire de ne pas sortir, et qui revient une deuxième fois avec une balle dans le crâne.
je fais une petite aparté, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Il n'y a que moi qui ai dû voir ça, mais ce type est le sosie de Gad Elmaleh. Et c'est vraiment, je vous en conjure à retourner voir cette scène. Vraiment, on dirait Gad Elmaleh avec des cheveux longs. Voilà, la parenthèse est fermée. Fermons cette parenthèse tout de suite. Ça m'a vraiment fait rire sur le moment. Et donc, finalement, lui aussi, quelqu'un va le buter, mais on voit toujours pas qui c'est. Donc, à ce moment-là, on commence à se dire, ok, il y a quelqu'un d'autre sur le bateau. Et on imagine que ça puisse être Kaiser Soze, ou en tout cas on se dit si c'est Kaiser Soze qui fait ça, ça veut dire que c'est Keaton. Et ce qui est plutôt cohérent parce que dans la mise en scène, Keaton on le voit marcher dans les cales. D'ailleurs il dit qu'il a fouillé tout le bateau, qu'il a trouvé personne et pas de coke. Bien sûr, oui, mais on sait que c'est Soze qui fait ça parce que oui, il y a eu la scène d'intro dont on a que très peu parlé parce que la scène d'intro du film. Alors c'est un peu de ma faute parce que je t'ai dit, moi je trouve que narrativement le dire dans le synopsis c'est un peu con. Quand on a essayé de faire le synopsis, quand t'as raconté le film tout à l'heure, quand t'as raconté les grosses lignes, c'est qu'en fait le film commence par la conclusion de l'histoire de Kevin Spacey qu'il raconte aux flics. Et donc du coup, à ce moment-là du film, quand on est à la fin du film et qu'on voit donc certaines personnes se faire descendre mais par des mecs qui ne sont pas censés être de l'équipe, on sait que c'est Soze parce qu'on sait que Soze est sur le bateau à ce moment-là. Tout à fait. Et donc voilà, il va se passer ces éléments-là et puis Soze, en tout cas Kevin Spacey qui à ce moment-là n'est pas encore identifié comme Soze, va lui-même se rapprocher un peu d'abord du véhicule. Puis on voit qu'il communique avec Keaton qui lui propose de venir. Le dernier gars, je crois que c'est McManus qui est le dernier vivant, meurt avec un couteau dans le cou. Et donc Keaton se retrouve tout seul. Et Kevin Spacey raconte qu'il a vu Keaton mourir et qu'il l'a vu se faire descendre par Kaiser Soze. Donc il en dresse un portrait d'un mec assez grand, fin, les cheveux mi-longs, qui correspond d'ailleurs au profil qu'on a dans le flashback, ce qui était ta théorie que ce flashback en réalité c'est peut-être pas vrai, puisque ça correspond pas physiquement à la carrure de Spacey. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au bout, on se dit ok, c'est Kaiser Soze est venu, donc potentiellement quelqu'un l'a vu. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit et ça va être le moment parce que c'est important. Il y a un seul élément du récit qui n'est pas géré par Kevin Spacey, c'est qu'il y a un survivant. Et ça il ne le sait pas. Ouais. Et ça, il ne le sait pas. Et il se trouve que c'est un Hongrois qui est à l'hôpital, brûlé au 3e degré sur 60% du corps, et qui va réussir, la première fois que le flic va le voir, à dire dans un langage incompréhensible, du hongrois du coup, va dire le nom de Kaiser Soze. Et donc le flic va faire venir un interprète, et il va comprendre qu'il a vu Kaiser Soze, donc il serait capable de l'identifier. Donc ils vont faire venir des gens dans la chambre pour faire un portrait robot. Et c'est là que je reviens à ce que je disais au départ, ils n'ont que 2 heures. Et ce truc-là se passe au tout début du film. C'est une des premières séquences. La première fois qu'on voit le flic, il est sur le port. Il demande s'il y a des survivants. On dit oui, il y en a un chez les flics et l'autre à l'hosto. Et il commence par aller voir le mec à l'hosto. Et donc, en fait, sur l'espace de ces 2 heures, il faut qu'il arrive à faire venir des interprètes, qu'il fasse venir quelqu'un du portrait robot et qu'il finisse par envoyer le portrait robot. Et on le voit d'ailleurs, c'est un des flics qui va utiliser le fax de l'hôpital pour envoyer le portrait robot. Sauf que le portrait robot, quand il arrive, Soze vient juste de partir. C'est ça. Et du coup, là aussi, je trouve que c'est absolument parfait en termes de maîtrise du timing, parce que y a pas, je trouve que le truc, il arrive pile au bon moment. C'est-à-dire que quand le flic le prend, Soze, il est déjà suffisamment loin pour que ça soit cohérent, qu'ils aient pas le temps de le rattraper. C'est ni trop tôt ni trop tard. Et vraiment, la maestria du film, pour moi, elle est là. Et donc, sur ce portrait robot, on voit la gun de Kevin Spacey. Donc là, à ce moment-là, on se dit que c'est lui. Et on a donc cette fameuse scène dont on a beaucoup parlé, mais qu'on n'a pas encore décrite, où le flic laisse partir Soze. Soze l'insulte en sortant, il lui dit flicaille de merde en français, alors que jusqu'à maintenant il a été très courtois. Et il y a un côté un peu a posteriori où tu te dis que c'est le dernier clou dans leur cercueil à eux, quoi. Ils se foutent de leur gueule jusqu'au bout. Et on a donc les 2 flics, on a Rabin et Kujan, qui discutent, et Kujan est assis posé sur le bureau, et là il fait face à ce fameux arrière-plan avec le tableau de liège, et là on le voit regarder 1 fois, 2 fois, et d'un seul coup son visage change, et il y a donc cette scène culte où il lâche sa tasse qui s'explose par terre. Vous avez forcément déjà vu ça, on l'a dit, dans des parodies, dans des séries, dans n'importe quoi.
Et là, il comprend. Parce qu'on a des zooms et on voit qu'il lui a parlé d'une personne, une grosse qui ressemblait à une baleine. Et là, on voit le nom de la personne et on voit une photo de quelqu'un d'obèse. On voit le nom donc de Kobayashi qui est sous la tasse. On voit le nom de Redfoot. On voit le nom de Redfoot. On voit quand il raconte où est-ce qu'à un moment il parle au tout début un peu de sa vie et on voit que l'endroit qu'il a cité, il est écrit sur le tableau. Et en fait, là, il comprend que c'est lui qui lui a inventé tout ce qu'il a dit, il l'a inventé. Et que donc, a priori, c'est lui. Et en parallèle, on a donc le flic qui était lui à l'hôpital, parce que c'est pas le même personnage. Alors, c'est celui décroche. C'est ça, celui à l'hôpital, c'est le FBI qui est à l'hôpital. C'est le FBI et qui décroche du fax le portrait robot. Et là, on reconnaît instantanément Kevin Spacey. Et donc, ça se termine avec Kevin Spacey qui marche dans la rue, donc en boitant. Et plus il avance, moins il boite et il se met à marcher normalement. Et il monte dans une voiture et c'est Kobayashi qui vient le chercher, ce qui démontre que lui est le seul personnage dont tout est vrai. Oui. Puisque Kobayashi, dans le récit, en fait, il bosse vraiment pour Kaiser Soze et c'est Kevin Spacey. C'est ça, la seule chose qui est fausse finalement, c'est son nom et on ne saura jamais comment il s'appelle. Et oui, c'est vrai que c'est extrêmement bien maîtrisé à la fin. Quand ça arrive, mais c'est vrai que moi, ce qui me vient en tête, c'est tout de suite les parodies, ce genre de choses. Tu vois, par exemple, la fameuse scène où il arrête de boiter au fur et à mesure. Et ben moi, ça me fait penser, je sais pas, j'ai un flash, ça fait une éternité que je l'ai pas vu, mais ça me fait penser à la fin de Scary Movie 1. Évidemment. Voilà, avec Goofy qui marche et puis finalement devient un gros beau gosse et compagnie. Et là, tu te dis. Et qui vient se faire chercher en voiture aussi par la flic. Donc j'ai trouvé ça assez fou quoi, de voir à quel point le film a marqué les esprits au point d'être repris à tous les niveaux quoi. Sa fin est peut-être la chose la plus réussie au-delà de toute la maestria, pour reprendre ton mot, avec laquelle est mené le film, le scénario et comment tout nous est raconté. Ce qui est le plus réussi presque finalement, c'est vraiment l'enchaînement, tout qui arrive au même moment à la fin, mais juste avec ce temps de retard qui fait que vous le choperez pas les gars, vous avez raté votre chance et vous l'aurez jamais. Et voilà. Et alors pour le point casting dont je parlais tout à l'heure, on va y revenir. L'agent du FBI qui est à l'hôpital est interprété par Giganto Esposito, si je dis pas de bêtises, qui est donc Gus Fring dans Breaking Bad. Voilà, c'était juste pour pouvoir placer Breaking Bad, parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très surpris toujours de le voir dans des films que je n'ai jamais vus. À l'époque où je dis mais en fait il a joué dans tous les, il est toujours dans les bons coups quoi. Contrairement à Kevin Spacey qui est finalement ici montre à quel point il est quand même très souvent dans les mauvais coups, dans les persos très manipulateur quoi. Mais totalement. Alors quand même 95 années extraordinaires pour lui puisqu'il fait ça et Seven. C'est vrai. Donc autant dire que bon, on peut pas faire qui repose pareil sur un on ne le découvre qu'à la fin quoi. Exactement, il joue presque le même personnage. Oui, à peu de choses près. Dans une certaine mesure, oui, il est bien en sûr. tout cas dans une position similaire. Non, mais c'est vrai que voilà, tu l'as dit, la fin elle est parfaitement réussie. Après, je pense qu'elle est aussi réussie parce que le film il est parfait. Je pense que la fin elle a cet impact parce que tout le film est réussi. Et je répète, moi, en ce qui me concerne, et pour en avoir parlé avec des gens qui ont vu ce film-là, ce qui fait que ça marche, c'est que rétrospectivement tout fonctionne et que pendant tout le film, il y en a pas beaucoup, mais il y a des éléments qui auraient pu nous faire penser qu'on se foutait de notre gueule. Et moi, j'adore quand les réalisateurs nous laissent des perches qui sont invisibles quand on regarde le film la première fois et qu'on découvre après. Je vais faire un parallèle rapide avec Shutter Island, par exemple. Shutter Island, il y a plein d'éléments dans le film qui nous laissent penser que le personnage, attention spoiler si vous l'avez pas vu, partez maintenant, que le personnage est fou. Il y a plein d'éléments dans le film qui nous laissent penser qu'il est malade et qu'il n'est pas flic. Et donc du coup, quand c'est plutôt ça ce à quoi tend la résolution, en tout cas dans ma lecture, je me dis bah oui, dans le film quand je le revois, il y a des éléments qui me font penser qu'il est pas sain d'esprit et j'aurais pu arriver à cette conclusion avant que le film me le dise. Et je trouve que c'est pas hyper évident dans Usual Suspect, mais le peu d'éléments qui sont distillés, ils tiennent la route. Et encore une fois, il n'y a pas d'éléments aberrants et le fait qu'il s'intègre lui-même dans le récit, parce qu'en fait il joue un double rôle. Quand Kobayashi vient dans la première fois les rencontrer, et rétrospectivement c'est génial. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il a des dossiers sur eux parce qu'il a passé 6 mois avec eux. Donc en fait, les dossiers, il les a écrits, on imagine, en bossant avec eux. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et ce qui est fort aussi, c'est que du coup, c'était lui qui avait... Parce qu'à un moment donné, ça nous a dit, oui, en fait, on a appris que Kaiser Soze nous avait réunis... c'est d'ailleurs pendant cette fameuse scène, nous avait réunis au départ. Pourquoi c'est nous qui avons été choisis un peu au pifomètre pour ce fameux braquage de camion ? Parce que
parce qu'ils nous voulaient ensemble. Ils voulaient Oui, qu'on bosse absolument. tous ensemble. Je crois qu'on nous apprend aussi que finalement le vrai braqueur de camion était un des 5. Si Oui, je te tout dis à pas fait. de conneries. Donc, On nous dit que c'était finalement, bien un d'eux. donc c'est assez cool. Non, mais il y a rien à dire. Le film fonctionne. Moi, j'adore Gabriel Byrne dans le rôle de Keaton. Et tout le film, mais je sais que j'adore cet acteur, mais pour un autre rôle, D'Artagnan dans L'Homme au masque de fer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais pas fait le lien non plus. Voilà, Je suis pas très bon pour faire les liens. Moi, quand je regarde un film, sa tête, j'étais tout le long du film, j'étais mais je t'ai vu, je te vois dans un film de KPDP, où t'ai-je vu? Et c'était donc dans L'Homme au masque de fer. Voilà, c'était pour pouvoir dire ça. Donc non, moi c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire en fait. Ça m'embête un peu parce que là c'est vraiment ton épisode, parce que j'ai vraiment pas beaucoup débattu, mais c'est parce que vraiment j'ai pas trouvé grand chose à redire en fait. J'ai pas trouvé matière à discuter, à débattre, où je me dis non, on va pas être d'accord. C'est sûr, déjà parce que je savais l'amour que t'as pour ce film, et parce que effectivement c'est vrai que même en le voyant, bah là tu te dis oui, mais en fait t'as raison quand tu dis que la fin est aussi bien et aussi réussie et aussi maîtrisée, parce que tout le film est sur le même ton. Et oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et du coup, bah, quand tu vois ça, mais qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Tu n'as rien à dire de plus, en fait. Tu dis oui, d'accord, merci pour cette leçon. C'est maîtrisé de A à Z. Et ce qui est génial, c'est que la manipulation du spectateur ne repose pas... Enfin, c'est pas physique au montage. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas visuel. La manipulation, elle est pas visuelle, elle est vraiment scénaristique, et c'est exactement ce que tu disais au début de l'épisode, c'est que c'est l'écriture qui manipule. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que tu pourrais lire... En fait, le film pourrait être un roman. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est génial. C'est vrai que c'est vraiment très très bien. Moi, j'ajoute deux petits points. D'abord, c'est aussi un film qui nous rappelle que on n'a pas besoin de faire des films qui durent 2h30 pour faire des bons films. Je sens que t'en as marre que moi, les films durent aussi longtemps. Oui, je trouve que je vais pas dire cette mode, mais cette tendance générale à ce que maintenant il n'y ait pas de film en dessous de 2 heures ou quasiment pas, moi je suis pas forcément pour. Alors parfois j'ai vu des films très longs, on en a vu ensemble, qu'on a adoré, et j'ai pas de problème avec la durée intrinsèque d'un film. J'ai plus de mal avec l'idée que c'est devenu la norme de faire des films de moins de 2 heures, voire de faire des films plus longs, et qu'il y a un peu cette idée que plus un film est long, plus il serait bien. Bah non, c'est pas vrai. Là on en a la preuve, comme tu dis, il n'y a rien acheté, il n'y a pas de longueur, ça s'enchaîne bien, c'est fluide, il n'y a pas de moment où on se dit bah il aurait fallu nous expliquer ça en plus. On a tout ce qu'il faut. Encore une fois, on reprend ce que tu viens de dire. C'est la qualité de l'écriture d'abord. Le film, il est bien écrit, il est bien exécuté, il fait ce qu'il a à faire, et le spectateur comprend, le spectateur croit, et le spectateur est retourné à la fin. Donc au final, tout est gagné. Et finalement, le seul truc que se permet le film, qui pourrait paraître un peu facile, c'est le dernier plan où il monte dans la voiture, et quand on a le plan large, on voit que le flic regarde dans la rue, ou bon, si tu regardes 30 secondes, tu dis bah de là où il est, évidemment qu'il l'a vu monter dans la voiture. Mais ça, enfin je veux dire, on pardonne, parce que là pour le coup, on est dans l'imagerie de cinéma, c'est-à-dire le méchant a gagné, il s'en va. Et puis c'est rare, c'est le méchant gagne à la fin. Enfin, c'est aussi pas courant dans le cinéma, encore plus dans le cinéma américain. On a un peu cette obsession de la happy end et de les gentils doivent absolument gagner. Là, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, au final, on se fait avoir, on est à la place du flic, on s'est fait niquer. Et quelque part, il y a aussi un plaisir certain à se dire, bah là, le film, il ose faire gagner un braqueur qui a tué des tas de gens, qui est vraiment pas un personnage respectable. Et ça, je trouve que c'est aussi un des gros points forts du film. Surtout si tu reprends le parallèle avec la dimension mythique et diabolique du coup du personnage, le fait que ce soit... Enfin, pour moi, c'est clairement montré, pour le coup, là, tu vois, je te parlais d'effet de montage, c'est clairement monté au montage, comme je disais tout à l'heure, que c'est lui le diable, que c'est la personnification du diable, et qu'effectivement, que ce soit lui qui gagne, c'est encore plus fort. Puis en plus, il dit pendant l'interrogatoire au flic, si jamais Kaiser Soze s'en sortait, vous entendrez plus jamais parler de lui, vous arriverez jamais à le retrouver. Donc rétrospectivement aussi, il leur dit les gars, je vais partir, vous me reverrez jamais, quoi. Oui, il les prévient. Donc, le flic sait très bien à ce moment-là que c'est fini, que jamais il remettra la main dessus, et ça c'est quand même assez fort. Je pense qu'il a perdu son travail très peu de temps après. C'est probable. Un dernier petit point que je voudrais aborder, c'est la VF. On n'a pas trop parlé de ça dans les épisodes précédents, mais j'ai vu le film en VO et en VF, puisque je l'ai vu plusieurs fois. Je trouve que la VF est très bonne.
et je trouve que c'est assez typique des films des années 90. Je trouve qu'on avait une culture de la VF, et alors ça se veut aussi à l'époque, puisque la VO était pour ainsi dire inaccessible, ou en tout cas très très difficilement accessible, y compris au cinéma dans les années 90. La télévision, j'en parle pas, ça n'existait pas. Et je trouve qu'on a une VF vraiment qualitative qui rend hommage au jeu des comédiens originaux, parce que je répète, j'ai vu les deux, et vraiment j'ai passé un bon moment. Parfois ça m'arrive comme toi, comme tout le monde. Moi je suis pas du tout un pro VO, j'aime la VO, mais je comprends tout à fait l'existence de la VF, et je suis plutôt même un défenseur de ça. Mais il est vrai que parfois il y a des décalages de jeu, et on se dit bon là ça abîme un peu. Là c'est vraiment pas le cas, la VF elle est très très bien faite, et c'est tout bête ce que je vais dire, mais le mixage son est très bien. Et ça aussi, c'est un vrai problème des films modernes. Je trouve que les mixages maintenant sont souvent... les dialogues sont parfois inaudibles. Je me souviens que toi et moi, on s'est fait la réflexion dans je sais plus quel film qu'on a vu au cinéma l'année dernière en se disant mais on est d'accord que cette séquence, on comprenait rien. Et voilà. Elle aurait pas été en VO. Des fois, tu as des séquences, si elles sont pas en VO avec le sous-titre, si t'as pas le sous-titre pour dire ils sont en train de parler, tu t'entends rien. Ouais, je suis entièrement totalement. d'accord. Et du coup... Je ramène ça à la durée du film. Je trouve que ce film aussi, c'est pour ça qu'il doit être encore vu beaucoup. Un film simple, ça peut être un film incroyable. Et je trouve que ce film, c'est ça. Il est simple, il va à l'essentiel, et il fait les choses de manière assez basique. On n'a pas beaucoup parlé de réal, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah bah clairement, oui. Je sais pas de quoi tirer de la réal de ce film, si ce n'est qu'elle est basique, elle est presque scolaire, mais c'est parfaitement efficace. Et encore une fois, la base de tout, c'est l'écriture. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre beaucoup en avant le côté, voilà, oh là là, regarde, il a fait un plan de telle manière, regarde ce cadrage, regarde ce truc, machin, alors qu'en fait, finalement, t'as juste besoin d'avoir les bases pour faire quelque chose de bien quand ça repose sur une écriture fantastique. Donc non, là, pour le coup, encore une fois, pas grand-chose à rajouter. Je pense que t'as tout dit. C'est maîtrisé de A à Z, en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Il y a vraiment... il y a rien à acheter. Le montage est simple mais efficace, parce qu'en fait, il suit l'écriture l'écriture que fait le personnage en temps réel. Et alors, juste pour l'anecdote, parce que du coup, j'ai regardé j'ai pas regardé, mais je me suis renseigné un peu. Parce que du coup, en fait, moi, quand on apprend à la fin et qu'on voit par le montage le côté où on comprend en même temps que le policier et en même temps que le portrait robot que c'était lui depuis le début, et qu'il a vraiment brodé sur juste ce qu'il avait autour de lui, il s'appelle Verbal Kint. Oui, Verbal. Et du coup, tu dis, ah ouais, Verbal, bah oui, parce qu'on nous dit juste parce qu'il est très bavard. Et il le joue très bien, mais au final, c'est parce que c'est bien, c'est un nom qui est très bien choisi, un surnom qui est très bien choisi. Mais par contre, non, j'ai appris que Kaiser Söze, en turc, voulait dire celui qui parle trop. Ah bah incroyable. Et alors du coup, tu vois, quand tu sais ça, ils ont vraiment poussé le vice jusque là, et voilà, ça fait partie des petites anecdotes pour ce genre de film que je trouve super cool, et qui rajoute encore un petit cachet pour dire ouais, mais vraiment le film est maîtrisé vraiment à tout point de vue, quoi. Et ça va jusqu'au bout. Et en plus, ça participe au fait aussi que c'est vraiment de la manipulation, puisque tout jusqu'au nom était dit, quoi. Ouais, totalement. C'est fou. Tout ouais, est lié. non, mais c'est voilà. On va pas répéter ce qu'on a dit. C'est un très grand film. Si vous l'avez jamais vu, j'espère que vous l'avez vu avant d'écouter, parce que sinon c'est un peu dommage. Tu l'as dit en préambule, ça serait dommage. Voilà. Mais si vous l'avez vu, je pense que, partagez peut-être pas votre avis, mais voilà, c'est un film qui a un impact énorme. Et revoyez-le. On parlait de revisibilité dans l'épisode précédent. C'est aussi un film qui vaut le coup d'être vu, parce que justement, quand on connaît la fin, on va chercher des éléments à l'intérieur. Justement, tu fais bien de dire ça, parce que moi, justement, c'est vrai que je crois que c'est moi qui avais posé la question, justement, je me posais la question quand j'ai revu The Game, est-ce que ça valait le coup, est-ce que ça allait me plaire autant, alors que par exemple, c'est vrai que j'ai vu Seven plusieurs fois, j'ai vu Fight Club plusieurs fois, et c'est des films qui reposent sur leur fin, mais ça marche. Et en fait, la différence, je pense, pourquoi ça me faisait peut-être plus peur avec The Game, c'est parce que c'est ce que tu disais, c'est que il y a des fois, c'est quand même très discutable, les événements qui se passent, etc. Ça se tient, mais au poil de cheveux, pour pas dire autre chose. Donc du coup, le fait est que là, j'ai trouvé que c'était vraiment en contradiction avec The Game, parce que là, tu te poses pas la question de savoir le vrai du faux à la fin. Tout était faux. Ouais, absolument. Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas la question du tout était faux. Tu te dis pas, mais ça quand même, voilà, comme tu l'as dit, le seul vrai truc, c'est un élément dont Kevin Spacey n'est pas au courant, donc le survivant, et
Kobayashi, qui ne s'appelle pas Kobayashi. Donc, Non, mais totalement. Et en plus, c'est le genre de film où tu peux aller le revoir pour aller chercher les fameux indices. et ben c'est pour ça, oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, tu vas juste te dire, ok, à quel moment est-ce que j'aurais pu anticiper que là, il raconte un truc qui a pas de sens. Et ben, je vous dis, revoyez ne serait-ce que les 20 premières minutes et vous allez voir que au bout de 20 minutes, on a vu ce fameux panneau de Liège là, et bah, dans le panneau de Liège, on a des éléments de réponse. Ouais, c'est ça. Tu finis ce que je voulais dire. Merci parce que je trouvais Pardon. plus. Non, mais dans le bon sens parce que je trouvais plus le mot comme d'hab. À chaque fois, je suis beaucoup moins à l'aise sur le qui-vive comme ça. Mais le fait est que oui, c'est tout à fait ça. Et ça m'a fait penser à un truc que j'ai oublié. Voilà. Je suis vraiment désolé. Ça va pas du tout. Ma foi, ça sera une très belle. C'est parce que du conclusion. coup, j'ai attendu trop longtemps. Je voulais que tu finisses ce que tu disais et ça m'est sorti. C'est pas grave. On a fait le tour. On a fait le tour et du On va coup, passer on va passer à l'indice. à Je vais te l'indice. laisser le donner parce que c'est toi qui as choisi. Le prochain Oui, film. alors c'est parce que voilà, bon, on verra est-ce que j'ai eu raison ou pas de choisir ce film, mais en tout cas, je pense que ça sera intéressant parce qu'à mon avis, on n'aura pas du tout le même avis. Mais en termes d'indices, bah écoute, un réalisateur qui ne fait pas non plus l'unanimité. Je pense, et qui est très catégorisé dans un certain type de cinéma, mais qui là, pour le coup, fait quelque chose de plus sage. Voilà, je reste un petit peu mystérieux. J'aurais pas mieux dit. Je rajouterai un truc, ça vous aidera pas, mais toi oui. C'est un réal dont je crois je n'ai vu aucun film. Donc, voilà. Alors, tu vas pas regarder que celui dont on va parler parce que sinon ça va être compliqué. Et je n'ai jamais vu de film parce que la catégorie dans laquelle il se trouve, c'est le genre de film pour lequel j'ai pas forcément d'attrait au départ. Alors que moi, c'est Mais- grand amour. Mais je sais, mais du coup, je suis content de voir parce que j'en ai jamais vu et ça va peut-être me donner envie d'en voir d'autres. Donc voilà. Merci. On en à toi. reparlera au prochain Oui, épisode. bah, on en reparle. évidemment. On se donne rendez-vous dans. Allez, on essaye de faire. On peut le dire en vrai. On essaye de faire un par une fois semaine. par semaine. Mais Donc ça sort le samedi, vous voyez, on essaye de s'y tenir. Il y a un monde où, après que j'ai dit ça, le samedi prochain, il n'y en a pas. Mais voilà. On va tout faire pour en tout cas. voilà, on essaye de s'y tenir, que vous ayez un épisode par semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des trucs, nous dire ce que vous en pensez. C'est ça, on est disponible sur 3 plateformes. Hein, donc Voilà, que ce sur soit, Apple Podcast, sur Spotify, et sur Deezer maintenant. Ça y était pas au départ, mais ça y est, c'est sur Deezer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à nous écrire aussi, ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Et puis voilà, si vous avez des recommandations de films aussi, en oui, vrai, ça pourquoi peut pas. être vachement bien, ouais. Parce Parce que des fois on galère un peu hein, quand même. Oui, hein, c'est paradoxalement, voilà. Alors là, on est ok pour le prochain épisode, pour le suivant aussi, mais ça, même lui, il le sait pas. Donc voilà. Mais n'hésitez pas. En tout cas, c'est super cool. On voit qu'il y a un petit peu de gens qui commencent à nous écouter, ça nous fait plaisir. Donc voilà. Venez, amusez-vous avec nous, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça. À la semaine prochaine. tout le Salut monde. Bastien. Salut à Guillaume. tous. Ciao.